Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grâce et qualités. Chers camarades de l'Iptako Gourmand, fiers peuple de l'AES, soyez salués. Citoyens de France, prenez vos tambourins, mes chers frères, en Adam. Voilà, mes chers frères en Adam. Camarades peuple d'Afrique, on va aller à 360 aujourd'hui. Depuis hier, on a commencé la géopolitique. Vraiment, on va approfondir les explications. Parce que ça devient doux. Ça devient chaud. Ah non, Romain. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici demander à nos frères, nos camarades, nos amis de Benoît, d'accentuer la mobilisation, Benoît, accentuer la mobilisation, Actuellement, on a 10 personnes pour un militant PPACI. C'est que chaque militant de Benoît mobilise au moins 10 personnes pour aller à la manifestation du 14. C'est bien, mais accentuer encore. On veut que non, Benoît, mais ça soit l'apothéose. Et Gbagbo arrive. Et quand Gbagbo arrive, Patrick agit son oué là. Allez dans ses yeux. Chers camarades d'Afrique, aujourd'hui, on a eu la mise en biais de notre camarade Ahmed Tidjane. Son corps sera rapatrié demain, Inch'Allah, à Abidjan. L'avion va atterrir normalement aux alentours de 18h30 à Abidjan. Donc, le programme a été établi. Le programme, le PPACI, en tout cas, est mobilisé pour se rendre disponible à ces obsèques. Vraiment, nous tenons à Diako, à la famille biologique, à ses proches, et Yako à la famille politique, parce que nous aussi, on en souffre beaucoup. Parce que Ahmed, c'était un gars qui était très bien, un gars très cool, combattant, aguerri, intrépide. Donc vraiment, on a perdu quelqu'un de très cher. Voilà. Père à son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Que Dieu lui pardonne tous ses péchés. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors donc, camarades d'Afrique, quand on a dit ça, quand je parle d'Ahmed même, j'ai la chair des poules et ça me fatigue beaucoup. Mais bon, on va essayer de reprendre les choses. Alors donc, j'ai parlé de la géopolitique. On va bien entendu parler de géopolitique. États-Unis, Russie, bloc de l'Est, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Parce que on dit aujourd'hui, on parle de multipolarisation. Ce n'est pas une question de multipolarisation, mon frère. C'est bipolarité. Il y a 2 pôles aujourd'hui. Voilà. Il y a 2 blocs aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Et c'est grâce à Vladimir Poutine que le 2e bloc a commencé à exister véritablement. Voilà, ça c'est une réalité. Donc, on va parler de ça. On va aussi parler, chers camarades d'Afrique, de la coopération bilatérale entre la Guinée et le Burkina Faso. On va parler, bien entendu, de Draman Ouattara, qui a accepté de donner au Guinée, le nord de la Côte d'Ivoire à l'armée américaine pour qu'elle puisse s'installer. Voilà, ça, on va en parler, chers camarades d'Afrique. Donc, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Macron est un putschiste. Ce qui se passe là, ce que je vais vous dire aujourd'hui, chers camarades, ce que je vais vous dire aujourd'hui là, c'est grave, hein. Macron là, hein, il a fait coup d'état. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle coup d'état? C'est coup d'état. Sénateur, merci pour le cadeau, mon frère. Macron a fait coup d'état. C'est un coup d'état Macron en train de faire en France ici. Coup d'état, vrai coup d'état. Nous appelons les Français à prendre leur responsabilité face à l'histoire. Nous appelons l'Union européenne à rappeler Macron à l'ordre. Macron est dans une vérité putschiste, claire et nette. Il est en train de faire coup d'état clair.
Ouais, ouais. Ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Macron est en train de faire coup d'État. Je vais vous expliquer, j'ai camarade d'Afrique. Je vais vous expliquer. Hier, je vous ai dit que normalement, il ne devrait pas aller. Bon, il n'était pas allé au sommet de l'OTAN aux États-Unis. Papy Joe l'a appelé en express. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une lettre aux Français. Il adresse une lettre aux Français et puis il met dedans. Il s'en va aux États-Unis pour aller participer au sommet. Mais est-ce qu'on adresse une lettre à quelqu'un de nos jours, au XXIe siècle? Même ma grand-mère qui est à Wangé, où il n'y a pas réseau, elle ne m'écrit plus lettre. Ma grand-mère ne m'envoie plus lettre. Elle me parle au téléphone. Même mes parents qui sont à Tchesso, et ils ne m'envoient plus lettre. Et ils m'appellent. Mais Macron, tellement qu'il se fout, mais je ne comprends pas, tellement qu'il se fout des Français, mais il leur écrit une lettre et puis il met dedans. Mais qu'est-ce qu'il dit dans la lettre? C'est-à-dire que c'est un plan de coup d'État constitutionnel. C'est qu'il fait faire en Afrique, c'est ça lui il est en train de faire ici. Ce qu'il fait faire en Afrique, c'est ça qu'il est en train de faire ici en France, chez camarades d'Afrique. Mais c'est grave. On va vous lire ici. On va vous lire ici ce qui se passe. Non, ça, les Mélenchon là, ils doivent se lever pour appeler le peuple à sortir, pour chasser Macron. Parce que c'est un putschiste. Le peuple n'en veut plus, mais il est en train de faire coup d'État. Dans la Constitution française, la Constitution dit quoi? Quand vous partez aux élections législatives, ça s'est passé avec Jacques Chirac. Jacques Chirac n'a pas résisté. Jacques Chirac a respecté les choses. Quand vous partez aux élections législatives et que il y a une formation politique qui a la majorité. La majorité, ça veut dire que le plus grand nombre. Il y a la majorité. La majorité, ça veut dire que on est, je dirais, on est 27. On est 27. C'est pourquoi d'ailleurs, l'Assemblée nationale française compte 577 députés. 577. Pour ne pas qu'il y ait de nombre égal. Pour ne pas qu'il y ait nombre égal, donc on met 577. Donc, c'est-à-dire que si on est 57, ou si on est, je dirais, on est 13. On est 13. Et puis moi j'ai 7. Moi j'ai la majorité. Voilà. Si on est 13 et que moi j'ai 7, et que moi j'ai la majorité. Toi qui as 6 là, tu n'as pas la majorité. Mais Mélenchon a eu la majorité. Macron dit que la majorité de Mélenchon là, c'est pas majorité. Que personne n'a gagné. C'est pas un coup d'État ça. Camarade d'Afrique. C'est pas un coup d'État ça. La loi dit, si quelqu'un gagne la majorité, il faut donner premier ministre là-bas. Le premier ministre est issu de là. On n'a pas dit majorité absolue. On n'a pas dit majorité absolue. On dit majorité. On dit la majorité. Macron dit non. Il ne reconnaît pas les résultats des urnes. C'est ça qu'il y a là. Il ne reconnaît pas les résultats des urnes. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire en 2010, 2011. Ils n'ont pas accepté les résultats des urnes. Ils ont créé la guerre sur les Ivoiriens. On va lire le message de Macron. On va lire la lettre de Macron. Vous allez comprendre. Lettre du président Emmanuel Macron aux Français. Publiée le jeudi, publié le 10 juillet 2024. Écoutez ici. Chers Françaises, chers Français. Le 30 juin, les 30 juin et 7 juillet dernier, vous vous êtes rendus aux urnes en nombre pour choisir vos députés. Je salue cette mobilisation, signe de la vitalité de notre République dont nous pouvons, me semble-t-il, tirer quelques conclusions. Voilà, il va tirer des conclusions. D'abord, il
il existe dans le pays un besoin d'expression démocratique. Ensuite, si l'extrême droite est arrivée en tête au premier tour avec près de 11 millions de voix, vous avez clairement refusé qu'elle accède au gouvernement. Enfin, personne ne l'a emporté. Il dit personne n'a gagné. Macron dit personne n'a gagné les élections législatives en France ici. C'est pas coup d'État, il est en train de commencer là. Hein? Aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante. Eux, les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires. Divisés au premier tour, unis par désistement réciproque au second tour, élus grâce aux voix des électeurs de leurs anciens adversaires, seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. La nature de ces élections, marquée par une demande claire de changement et de partage au pouvoir, les oblige à bâtir un large rassemblement. Bon, un large rassemblement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, on va lire, après on va y décortiquer. Président de la République, je suis à la fois protecteur de l'intérêt supérieur de la nation et garant des institutions et du respect de votre choix. Mais ils disent que c'est Mélenchon qui a gagné. Il faut donner le poste de Premier ministre à Mélenchon. Tu ne respectes pas le choix. C'est à ce titre que je demande à l'ensemble des forces politiques, se connaissant dans leurs institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle pour le pays. Les idées et les programmes avant les postes et les personnalités. Ce rassemblement devra se construire autour de quelques grands principes pour le pays, de valeurs républicaines claires et partagées, d'un projet pragmatique et lisible, et prendre en compte les préoccupations que vous avez exprimées au moment des élections. Elle devra garantir la plus grande stabilité institutionnelle possible. Elle rassemblera des femmes et des hommes. Ça, il est en train de faire de la langue de bois. On saute ça. C'est à la lumière de ces principes que je déciderai de la nomination du Premier ministre. Cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun. D'ici là, le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités puis sera en charge des affaires courantes comme le veut la tradition républicaine. Donc, ça veut dire qu'il demande au Mélenchon là et aux forces politiques de former des blocs pour avoir au moins 300 députés dans un groupe. Au moins 300 députés dans un groupe parlementaire. Vous comprenez ça? Dans un groupe parlementaire pour qu'eux, ils aient la majorité absolue. Vous comprenez ça? Mais Macron, toi, tu as eu la majorité absolue une seule fois dans ta vie. En 2017. Tu as eu la majorité absolue une seule fois dans ta vie en 2017. En 2022, là, est-ce que tu avais la majorité absolue? Tu avais 250 députés, tu n'avais pas la majorité absolue. Tu étais obligé de t'associer à Marine Le Pen pour faire passer des lois. Mais toi, tu n'as pas gouverné avec ça. Tu n'as pas gouverné avec ça. Tu as gouverné avec Elisabeth Borne et tu as gouverné avec Gabriel Attal avec cette majorité relative. Mais pourquoi Mélenchon a la majorité relative aujourd'hui et tu refuses de reconnaître
Et tu refuses de reconnaître la victoire de Mélenchon. Pourquoi? C'est un putsch que Macron est en train de faire ici aujourd'hui. C'est un putsch constitutionnel. Macron est un putschiste constitutionnel. C'est un putsch constitutionnel qu'il est en train de faire. Mais toi, donne-lui la majorité absolue. Donne-lui le poste de Premier ministre. S'il ne va pas rallier à sa cause d'autres formations. Parce que ce qu'il voulait faire, lui Macron là, il voulait prendre les Édouard Philippe là pour les mettre avec lui. Parce que les Édouard Philippe là ont gagné 60 députés. Donc les 60 députés d'Édouard Philippe, plus lui ses députés, quand il a eu combien de députés là, plus lui ses députés, ça lui donnait une majorité relative. Il n'avait même pas 150, il n'atteignait même pas 250 personnes. 250 députés avec les Édouard Philippe là. Donc il atteignait à peu près 120, 130 par là, autour de 130. Mais si les Édouard Philippe avaient accepté de te suivre, tu n'allais pas nommer Gabriel Attal, tu n'allais pas reconduire Gabriel Attal. Est-ce que tu avais la majorité absolue dans ce cas? Ça serait la majorité relative. Mais pourquoi tu refuses de reconnaître la victoire de Mélenchon alors qu'il a la majorité relative? Macron est un putschiste. On vous a dit, les coups d'État constitutionnels qui se font en Afrique, c'est les Macron qui planifient ça. Voilà ça. Il est en train de faire ça vis-à-vis devant tout le monde. Vis-à-vis devant tout le monde. Je demande à Mélenchon d'aller réclamer sa chose. Je demande à Mélenchon d'aller réclamer sa chose. Il s'est battu, il a eu sa chose. Macron refuse de lui donner sa chose, il n'a qu'à les réclamer. Comment? Un pushy comme ça? Un petit, et puis il est impoli. Hein? Et puis il est impoli. Les Mélenchons, c'est des grands-pères. Les Mélenchons, c'est des papas. C'est tes parents, ça. Et tu es là, tu fais un politique sur eux. Tu n'es même pas capable de, comment dire, de les considérer. Et tu écris une lettre et tu te tailles. Mes chers camarades d'Afrique, c'est compliqué. C'est compliqué. Mélenchon, c'est gâté. Macron, c'est un putschiste. C'est confirmé, c'est un putschiste. Il fait coup d'état. C'est coup d'état, il fait. Mais nous, on te laisse à être. Si les Français ne veulent pas s'élever pour te... Les Français ne veulent pas t'élever pour te chasser. Nous, on te laisse à être Dieu. Mais, de grâce, ta bouche là, tu ne mets plus dans notre affaire. Tu ne mets plus ta bouche dans notre affaire. Ça, il faut que je te dise ça. Voilà. Tu ne mets plus ta bouche dans notre affaire. Voilà. Donc, camarades peu d'Afrique, on va descendre dans l'AESP, la Côte d'Ivoire, très rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Alassane Dramane Ouattara a limogé le DG de la RTI, la radio-télévision ivoirienne, et le DG du conseil coton en Acad. Parce que dans ces deux institutions, il y a eu des grèves. Il y a eu des grèves, donc il les a chassés. Dramane Ouattara, il ne veut pas grève, il ne veut pas meeting, il ne veut pas manifestation dans notre pays. Donc, quand il y a grève dans ton institution, s'il peut te frapper, il te frappe pour t'enlever parce que tu n'as pas pu empêcher la grève. C'est ça. Vous comprenez ça? C'est ça, Dramane Ouattara. Maintenant, Dramane Ouattara a donné son OK pour que les Américains aillent construire des bases militaires en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire. C'est au nord de la Côte d'Ivoire. Vous savez où ça? À Guinée. Au Guinée, c'est proche de la Guinée et du Mali. Au Guinée, voici Guinée, voici Guinée, voici Mali. C'est là-bas les Américains ont choisi pour aller mettre leur base. On va écouter ici le gars de RFI. Bonsoir monsieur le ministre, je suis Abdoulaziz Diallo de RFI. J'ai deux questions si vous le permettez. Attends. Abdoulaziz Diallo de RFI. Écoutez Abdoulaziz. Chers camarades d'Afrique. Allez-y.
Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Abdelaziz Diallo de RFI. J'ai deux questions, si vous le permettez. La première, cela fait 4 ans que le train de voyageurs ne fait plus le trajet entre Abidjan et Ouagadougou. Ceci depuis la fermeture de la frontière entre les deux pays suite à la pandémie de la Covid-19. Pourquoi cette ligne est toujours à l'arrêt, monsieur le ministre, et à quand la reprise? Et puis la seconde question, Écoutez, y hein, a-t-il eu un accord entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis pour l'installation d'une base militaire américaine dans le Nord? Si oui, quel sera le rôle de cette base? Je vous remercie. écoutez, hein. Merci. Il y a eu des discussions entre les différents responsables et pour ce que je sais, un accord avait été trouvé en ce qui concerne la circulation des trains de marchandises. Le seul problème, c'était celui qui concernait donc les voyageurs. En tout état de cause, les ministères se parlent. Donc, si une solution devait être trouvée, vous serez informés. Je ne saurais vous dire là quand est-ce que le transport des voyageurs va reprendre. Pour ce qui est de la seconde question, je ne suis pas informé de ce sujet, tout simplement. Il n'est pas informé. Il n'est pas informé. Il dit qu'il n'est pas informé de ce sujet. Est-ce que les Américains vont venir en Côte d'Ivoire là? Il dit qu'il n'est pas informé. Il ne veut pas répondre. Mais nous, on a des amis à Oguiné. On a des amis à Oguiné. On a eu les informations. Les Américains, les Américains devraient se désengager totalement du Niger jusqu'en septembre. On est en juillet, non? Août, septembre, il y a 2 mois qu'il leur restait. Mais ils sont partis hier, je crois hier ou avant-hier, totalement du Niger. Mais ils sont allés où? Ils sont allés où? C'est qu'on appelle l'Afrique. Mais ils ne sont pas allés aux États-Unis directement. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Ils sont allés en Côte d'Ivoire. Et ils vont s'installer à Oguiné. Mais pourquoi ils décident de s'installer à Oguiné? Moi, je vous donne l'information. L'armée française qui harcèle le Boutna est installée où ça? À Bouna. Bouna, c'est l'est, le nord-est de la Côte d'Ivoire, donc le sud-ouest du Burkina Faso. Bouna, c'est là-bas. Ouais. Les bases américaines, les bases françaises qui ont quitté ici, là, et ils sont partis là-bas. Les Français, ils sont à Bouna. Ils sont à Boaké. Ils sont à Yamoussoukro. Ils sont à San Pedro. Ils sont à Man. Ils sont à Abidjan. Ils sont dans l'est, vers le Bouna, Bouna, j'ai déjà dit Bouna, nord-est, et puis vers la Bengourou, ils sont là-bas. Les Français, ils sont partout. Maintenant, Togo, et puis au Guinée, là, les Français ne sont pas là-bas. Donc, les Américains vont aller s'installer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il faut encercler l'AES. Vous savez qu'ils sont... Vous savez qu'ils... Géographiquement, ils sont dans leur position pour que vous puissiez comprendre pourquoi ils choisissent ces positions géographiques. Vous savez qu'ils sont au Bénin. Les Français sont au Bénin. Les Américains sont au Bénin. Le chef de l'Africa Corps est parti au Bénin devant tout le monde. Et il était demandé à Patrice Talon de lui permettre d'installer des bases militaires américaines là-bas. Ce qui fut fait. Les bases militaires américaines là-bas, au Bénin. Les bases militaires françaises aussi sont au Bénin. Je crois que c'est à Kantiari ou là, au nord du Bénin. Pour rester toujours dans une position idéale, opérationnelle de pouvoir harceler le Niger. C'est ça, non? D'accord. Donc, ils sont en Côte d'Ivoire.
frontière, on va dire, à peu près pas trop loin du Mali, pour essayer d'harceler le Mali. Ils sont à Bouna, à côté du Burkina Faso, pour harceler le Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc c'est pourquoi ils ont choisi d'aller s'installer là-bas. Maintenant, je vais revenir au propos du directeur général de GEOS, ancien chef d'état-major de l'armée française. Il a dit quoi? Sous-chef d'état-major. Il a dit quoi? Il a dit ils ont besoin d'où ça, de Port-Boué pour construire des camps, un camp militaire international pour pouvoir mener des opérations. Les opérations contre qui? Les opérations contre l'AES. Je vous ai dit que ceux-là, ils veulent tout entendre, sauf les Africains s'unissent. Les Occidentaux ne veulent pas entendre ça. L'unité des Africains, ils ne veulent pas entendre ça. C'est pourquoi toutes nos institutions supracontinentales sont prises en otage par eux. Ils font tout possible pour prendre nos institutions, pour prendre possession de nos institutions supracontinentales. Est-ce que vous comprenez ça? Ils savent aussi que la Russie nous aide beaucoup à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, ils ont tout fait du côté de l'Ukraine pour attaquer la Russie, pour essayer d'affaiblir la Russie. Ils n'ont pas pu. Il y a eu des comment on appelle ça? Il y a eu des armes qui ont été envoyées en Ukraine récemment. Beaucoup d'armes qui ont été envoyées en Ukraine, qui sont souvent mis sous des comment on appelle ça? Sous des écoles, sous des maternités, sous des usines. Vous voyez que Poutine est en train de frapper là. C'est des armes. Il y a eu des envois d'armes massifs en Ukraine pour essayer de frapper. Donc Poutine est en train de frapper tout ça. Donc ça, c'est leur dernière chance qu'ils sont en train de faire vers Poutine. Et ben, il faut à tout prix affaiblir Poutine pour pouvoir librement aller en Afrique pour aller s'imposer. Parce que c'est ce qu'ils ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour affaiblir la Russie, l'URSS. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont tout fait pour affaiblir l'URSS. Et quand il y a des présidents, il y a vous dire une chose. Le président Brezhnev, qui était, on va dire, un président vers la fin de ses jours, qui était un président mourant. Il est parti en Afghanistan. Effectivement, il est parti en Afghanistan. Les Américains ont soutenu les talibans et autres, les commandants Massoud et autres, à partir de comment on appelle ça, du Pakistan, à partir du Pakistan, pour essayer de chasser la Russie de l'Afghanistan. Et ils l'ont réussi. Ils l'ont réussi parce qu'il n'y avait pas Poutine. C'était Brezhnev. Il n'avait pas les capacités pour résister aux Américains de ce côté-là. Donc, quand ils ont fait ça, ils ont affaibli la Russie. Ils ont pris possession même des gisements pétroliers, comment on appelle ça, des industries énergétiques de la Russie. Ils ont pris possession de tout ça. Vous comprenez ça? C'est Poutine qui est venu redresser tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, ils veulent tenter ce qu'ils ont fait aux autres à Poutine. C'est pourquoi ils sont en train de fatiguer aujourd'hui Poutine pour tout faire pour le faire tomber. Aujourd'hui, au sommet de l'OTAN, Antony Blinken a déclaré ceci. Les États-Unis ont commencé à livrer des F-16 à l'Ukraine. Les États-Unis ont commencé à livrer des F-16 à l'Ukraine. Je pense que c'est 4 F-16 qu'ils vont envoyer. Alors que Poutine a dit, si vous livrez les F-16, les armes à l'Ukraine, pouvant
frapper le territoire russe en profondeur, moi, Poutine, je vais donner des armes à d'autres pays pour s'attaquer à vos intérêts. Il a fait automatiquement allusion à la Corée du Nord. Alors qu'en Corée du Sud, il y a des positions américaines là-bas. Au Japon, il y a des positions américaines là-bas. Je prends le cas de l'Iran. Je prends le cas du Hezbollah, Liban. Je prends le cas des Houthis du Yémen. Tous ceux-là sont les ennemis des Américains. Et donc, Poutine peut fournir des armes à ces gens-là pour frapper les intérêts des Américains. Donc, si les Américains s'amusent, ils vont se faire harakiri parce qu'ils ne peuvent pas en aucun cas attaquer la Russie. C'est pourquoi Poutine a fait avancer les sous-marins Belgorod dans les eaux cubaines à quelques accablures des États-Unis, de la Floride. Est-ce que vous comprenez? Alors que ce sous-marin-là, c'est que c'est toute une poudrière qui se déplace. Le sous-marin Belgorod se promène avec une poudrière. Ce sous-marin seul peut balayer une île. À lui seul. Il peut balayer une île. Il peut aller aujourd'hui. Ce sous-marin peut aller aujourd'hui. J'ai un camarade avec. Je prends un exemple. Peut aller aujourd'hui. Je prends, comment on appelle ça? Normandie. Il arrive aussi en France, en Normandie. Et puis il balaye tout Normandie, puis il est à l'aise. Lui seul. Personne d'autre ne s'ajoute à lui. Il balaye tout Normandie, et puis il est à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, Poutine a fait avancer ses pions. Vous avez vu le président, le premier ministre indien, Narendra Modi. Il a été décoré par, je dirais, la plus haute distinction la plus haute l'ordre de Saint-André. L'ordre de Saint-André. C'est que l'ordre le plus élevé de la Russie. L'ordre de Saint-André. Il a été honoré aujourd'hui. Il a été décoré aujourd'hui. Et les États-Unis se fâchent. Mais l'Inde est une puissance militaire. C'est-à-dire qu'en termes de conquête spatiale, mais l'Inde est devant. Ils ont placé en orbite leurs satellites. Tu ne peux pas. Donc l'Inde est dans l'OCS. Vous comprenez ça? L'Organisation de coopération de Shanghai, qui est un contrepoids parfait de l'OTAN. L'Inde est dans ça. La Chine est dans ça. L'Iran est dans ça. La Biélorussie s'engage. Et aujourd'hui, où je vous parle, la Chine et puis la Biélorussie sont en train de faire quoi? Un exercice militaire à la porte de la Pologne. Ça, c'est les pions de Poutine, ça. Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, il est évident que si les Américains s'amusent, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et comme ils veulent à tout prix déstabiliser l'AES, ils ont tenté par le terrorisme économique, ils ont tapé poteau. Ils ont tenté par le terrorisme armé, ils ont tapé poteau. Le Niger même qui ne faisait pas bon score dans les terroristes a commencé à tuer. Le Niger fait au moins 200 terroristes par jour. 300. Comment? Quand l'armée nigérienne attrape les terroristes, non, ne s'amuse pas. Le Niger entraîne les gars. Donc le Niger entraîne. Donc là-bas, l'AES est en train de faire ravage dans les terroristes. Vous comprenez ça? Mais est-ce que vous savez que la Turquie aussi est observateur aujourd'hui de l'OCS? Turquie, Erdogan, malgré qu'il est dans l'OTAN, il est observateur aussi. Erdogan. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les Américains s'amusent, il est évident, à coup sûr, ils vont tomber. Parce que s'ils s'amusent à s'attaquer à l'AES, eh bien, la Russie en verra. L'Iran en verra. La Turquie elle-même en verra.
tout ce qu'il faut pour frapper les mercenaires qu'ils vont envoyer contre l'AES. C'est ça qui est la vérité. Donc, jusqu'à la fin des temps, ils ne pourront pas vaincre la Russie. Donc, ils ne pourront pas vaincre l'AES. Ça, c'est une réalité. Et c'est vous comprenez ça. Donc, les bases militaires qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, c'est pour voler l'or de la Côte d'Ivoire. Parce que Odéné est vachement riche. Il y a toutes sortes de métaux précieux là-bas. Ils vont voler l'or, ils vont voler le diamant, ils vont voler la bauxite. Tout ce qu'ils ne peuvent plus voler en Guinée, ils vont venir voler en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'ils sont en train de faire là-bas. C'est ça qu'ils sont en train de faire dans notre pays aujourd'hui. C'est pourquoi les Américains ont choisi Patrick Hachi comme leur candidat en 2025. Les Américains ont choisi Patrick Hachi comme leur candidat en 2025. Pour perpétuer leur présence et leur vol, leur crime en Côte d'Ivoire. Donc ils vont rester, comme Modibo Keïta l'a dit, j'ai chassé l'envahisseur, il rôde autour. S'il a eu l'opportunité, il va rentrer. Et ils sont rentrés au Mali en 2012. Donc, ils vont rester en train de rôder autour de l'AES. S'ils ont eu l'occasion, ils vont rentrer. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire ait un pays, ait un président panafricaniste pour les chasser de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il faut voter Gbagbo. C'est pourquoi il faut se battre à ce que Gbagbo arrive au pouvoir en 2025. Il faut un président panafricaniste au Bénin. Kémy Séba, il est candidat. Il a émis son intention. On le félicite, on l'encourage. On doit se battre à ce que Kémy Séba gagne au Bénin pour qu'il les chasse. Vous comprenez? Là, maintenant, peut-être qu'ils vont aller au Cameroun, là. Je reviens sur le Cameroun. Est-ce que vous comprenez ça? Là, comme ça, ils vont partir loin. Ils vont partir loin. Et petit à petit, l'effet domino va s'exercer. Donc, les présidents vont commencer à les chasser un peu. Et ils vont rentrer chez eux parce qu'ils auront perdu la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé en Asie? Et qu'est-ce qui s'est passé en Asie? Les Américains. Ils ont été chassés au Vietnam. Ils ont été chassés un peu partout là-bas. Donc, ils ne peuvent plus rester là-bas. Je vous comprenez, donc, c'est que c'est ce combat que nous sommes en train de mener, que nous devons mener. Je salue la coopération entre la Guinée-Conakry et le Burkina Faso. Aujourd'hui, ceux qui ne savent pas la démarche de la Guinée-Conakry parlent beaucoup. Mais ce que nous disons aux gens, il faut se calmer. Nous, on connaît ce qui se passe en Guinée. Nous, on connaît la démarche des Guinéens. Si tu vois que Gbagbo n'attaque pas Mamadou Doumbouya, c'est parce que il sait que Mamadou Doumbouya a une position réelle, une position panafricaniste. Le chef de la diplomatie burkinabé, Jean-Marie Karamoko Traoré, en visite de travail en Guinée-Conakry. Il a visite de travail en Guinée-Conakry, à l'heure où je vous parle. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? On va en parler un peu sur moi. On va en parler un peu sur ma chère camarade de l'Afrique. On va en parler un peu. Voilà. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Oh, c'est quoi? Quelle publicité qui est en train de m'emmerder là? Putain. Voilà. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Jean-Marie Karamoko Traoré, a effectué le 9 juillet 2024 une visite de travail à Malabo, en Guinée équatoriale. Voilà. Donc, vous comprenez, chez Cameroun Afrique. C'est d'ailleurs ma Guinée équatoriale. Moi, je me suis trompé, il dit Guinée-Conakry. Ce n'est pas Guinée-Conakry, c'est Guinée équatoriale. Excusez-moi. Excusez-moi, ça, il faut que je rectifie. C'est en Guinée équatoriale, excusez-moi. Il a été accueilli par le consul général de Burkina Faso, Filatini Koulibaly, à Malabo.
Voilà, donc c'est en Guinée équatoriale. Mais n'en demeure moins que la Guinée-Conakry reste un partenaire fiable pour l'AES. Voilà. Donc la Guinée équatoriale, vous savez que aujourd'hui la Guinée équatoriale aujourd'hui est en train de chercher à accueillir. La Guinée équatoriale est en train de chercher à accueillir. À accueillir qui? À accueillir le sommet Russie-Afrique. En 2025, normalement. Le sommet Russie-Afrique. Donc, la Guinée équatoriale, aujourd'hui, se positionne comme, c'est-à-dire que, un pays précurseur du panafricanisme et du nouvel ordre mondial. C'est le monde multipolaire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il est embêté à chaque moment par qui? Par l'Occident, surtout la France. Bien mal acquis ceci, bien mal acquis cela. Camarades peu d'Afrique, j'ai dit que peut-être si les Américains sont chassés de l'AES et s'ils sont chassés de l'Afrique de l'Ouest à travers l'effet domino, si Gbagbo vient au pouvoir et tout, eh bien, ils vont peut-être partir au Cameroun. Au Cameroun, nous avons un véritable problème avec Paul Biya. J'ai dit à tous ceux qui me suivent et qui soutiennent Paul Biya, moi je vous aime. Parce que vous aimez le panafricanisme et vous êtes frères. Mais Paul Biya là, il est fini. Hein? Il ne peut plus gérer le pays là. C'est-à-dire que, regardez ici, chers camarades peu d'Afrique. Regardez ici. Vous savez qui est là? Celle-là. Noire là. Vous savez c'est qui ça? Celle-là. Noire qui est là. Vous savez c'est qui? C'est la fille de Paul Biya avec une femme. Elle a mis ça sur son Instagram. Qu'est-ce qu'elle dit? La fille de Paul Biya est revenue sur sa décision d'annoncer sa relation avec une femme sur Instagram, alors que l'homosexualité est toujours criminalisée dans son pays. Elle défie les lois du Cameroun. C'est la fille de Paul Biya qui est là comme ça. C'est-à-dire que c'est que les Occidentaux s'évertuent à mettre en place dans nos pays pour travestir nos coutumes, nos mœurs, nos us et coutumes. C'est ça que la fille de Paul Biya est en train de faire aujourd'hui. La fille de Paul Biya, Brenda Biya. C'est un garçon qui manque au Cameroun. C'est un garçon qui manque là-bas. Et puis, tu tentes d'afficher à une femme. Vous pouvez voir ça? Ça, c'est la fille de Paul Biya. C'est-à-dire que c'est pour dire que Paul Biya, il ne gère plus rien. Il ne contrôle plus rien. Rien. Il ne gère plus rien. Il ne contrôle plus rien. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, Boko Haram a mis ses sanctuaires au Cameroun. La guerre du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun ne finit jamais. Les gens meurent chaque jour. Mais Paul Biya n'arrive à rien faire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est compliqué. C'est comme un peu d'Afrique. C'est compliqué. Donc, voilà, entre autres, c'est pourquoi je vous ai invité ce soir à venir suivre ce live. Je vous en remercie du fond du cœur pour votre
confiance renouvelée en ma personne et je vous salue. Cette lutte-là, on ira jusqu'au bout avec. On ira jusqu'au bout. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble être dur, ça semble dur, mais on va y arriver. On va y arriver. Mobilisez-vous comme un seul homme depuis vos positions respectives. Mobilisez-vous, soyez prêts. Dès que nos leaders vous appellent, sortez. Dès que nos leaders vous appellent, sortez. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez surtout pas, pour ceux qui sont en Bonois, n'oubliez pas, le dimanche 14 juillet 2024, Gbagbo arrive là-bas. Donc, que tout le monde se mobilise. Sans exception. Tout le monde se mobilise. Tout le monde. Tout Bonois. Voilà. Tout Bonois doit se mobiliser sans exception. Voilà. Donc, sur ce cher camarade de l'Afrique, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Et Inch'Allah, on est ensemble. Merci les gars, merci. On était 1300 à 1400 sur Facebook. 300 à 400 personnes sur TikTok. La fréquence continue d'augmenter. Petit à petit, on va y arriver. On est ensemble les gars, merci.